Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tous les observateurs sérieux conviennent que le régime a été sauvé par le gong du Covid. Ce fléau a été réellement, vraiment une aubaine pour le véritable pouvoir en Algérie, celui qui tire les ficelles de ses innombrables marionnettes, celui qui les fait et les défait, qui les nomme et les dégomme, et même qui les jette en prison quand elles lui sont plus utiles en victime expiatoire qu'en nervi ou en client. Ce régime en fin de vie n'avait plus l'initiative. La seule ressource qui lui restait était de pouvoir désigner un énième président fantoche pour se donner une autre façade honorable entre guillemets, et pouvoir voir venir. C'est ce qu'il a fait, ou plutôt c'est ce qu'il a perpétré. La plus grande fraude de l'histoire du pays, malgré un boycott massif des électeurs algériens. L'ex-chef d'état-major, aujourd'hui décédé, qui avait mené tambour battant une répression très dure contre le Hirak, en usant de façon outrancière d'une justice aux ordres, n'avait réussi qu'à renforcer davantage la mobilisation sans faille du mouvement citoyen. Les opérations de subversion pour monter les Algériens les uns contre les autres ont provoqué une réaction que le pouvoir était loin d'imaginer, puisque c'est l'effet inverse qui a été obtenu. Une véritable jonction entre les populations des différentes régions que le régime avait tenté de diviser. Il avait donc usé de tous les moyens possibles et imaginables dont il disposait. Il ne s'est rien refusé, pas même des méthodes pour diviser, comme je viens de le dire, des régions au risque de provoquer une dangereuse situation entre le reste du pays et la Kabylie, qu'il avait tenté de faire désigner par ses mercenaires de régions à la solde de puissances qui ne chercheraient qu'à détruire l'Algérie, bien sûr. Un discours tellement éculé, des méthodes éprouvées qui ont failli faire leurs preuves. Il a emprisonné les figures les plus emblématiques du Hirak. Mais plus il réprimait, et plus le Hirak se fortifiait. Le régime était à un cheveu de s'écrouler, jusqu'à ce que le Covid vienne forcer le Hirak à marquer une pause. Et plutôt que d'en profiter pour tenter de se racheter, de se consacrer exclusivement à la lutte contre la pandémie, le régime en profita sans vergogne pour non seulement intensifier la répression contre les hirakistes, les plus visibles, mais aussi pour museler le peu de liberté de presse et d'expression qui restait, pour renforcer son dispositif pénal, pour faire taire jusqu'aux citoyens qui s'expriment dans les réseaux sociaux et qu'il est en train, en ce moment même, de déférer devant ces tribunaux. Et il en profita pour lancer une vaste opération de terreur, ou plutôt, et le mot n'est pas exagéré, ou plutôt de terrorisme, en faisant convoquer des milliers de hirakistes et de les faire auditionner par la police ou la gendarmerie pour dissuader toute reprise éventuelle du Hirak à la fin du confinement. Dans le même temps, il a procédé à un vaste réaménagement sécuritaire pour installer ce qu'il estime être des experts en répression, en subversion, en communication et en lobbying. Mais il n'est compétent
qu'en répression et tout à fait inapte dans le reste. Il contribue lui-même à donner de lui-même les signes les plus évidents d'une détresse qui n'est pas sans rappeler les derniers instants du Titanic. La toute récente conférence de presse du porte-parole de la présidence en est l'expression la plus hurlante, où il nous apprend, ce monsieur, entre autres points, que la révision constitutionnelle qui a été lancée est une réponse de Tebboune à la demande insistante de la classe politique. Mais aussi, nous dit-il, parce que c'est une revendication essentielle du peuple. Oui, rien que ça. Il nous y affirme aussi, tenez-vous bien, que la promesse de Tebboune de rapatrier les fonds volés au peuple algérien et qui devait servir à financer le programme du même président, selon la propre déclaration de celui-ci, serait récupérée plus tard grâce à l'aide d'Allah et après que les jugements définitifs contre les accusés seraient rendus. Autrement dit, et en langage plus clair, dans un siècle ou deux. Il nous apprend aussi, ce monsieur, que l'Assemblée populaire, leur parlement, celle qui a été installée par la Issaba de Bouteflika, comme ils disent eux, ne sera pas dissoute et qu'elle ira au bout de son mandat, contrairement à ce que le même régime avait promis pour aller, nous avait-il affirmé alors, vers une Algérie nouvelle, une république nouvelle. Et je passe sur le reste, où la même langue de bois, conjuguée à un culot de tôle galvanisée, qsdir, distingue de bout en bout cette conférence de presse totalement coupée de la réalité. Et nous parlerons aussi dans cette émission de ces opérations zama, de com, qui se chiffrent en millions de dollars et qui sont aussi cocasses qu'elles sont indigestes, que personne ne peut avaler. Des opérations de com qui vont jusqu'à user des services de torchons médiatiques qui appartiennent à des sectes américaines. Algérie, com improvisé et propagande primaire. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons avec nous Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques, analyste politique, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, Moussab Hammoudi, chercheur des droits de l'homme, avec lequel nous allons commencer pour quelques explications de texte. Moussab Hammoudi, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir encore une fois. Bonjour à vous, Si Jamal, à tous vos invités, aux téléspectateurs, chercheurs en sciences politiques par contre. Oui. Hussein, il faut qu'on lui tire les oreilles. Alors, Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'articles sur un journal américain dont les télés et les radios algériennes nous disent que ce sont des couvertures médiatiques américaines très élogieuses sur Tebboune et le régime algérien qui nous disent que Tebboune a été élu à 52%, etc., etc. C'est quoi cet article ou ces articles? Pour la comprendre, il faut un peu remonter au tout. C'est ce journal qui est nommé le Washington Times. Par contre, c'est un journal sans impact, qui n'a aucune influence sur l'opinion publique ni sur les décideurs et ce qu'on appelle les policy makers aux États-Unis. Donc un petit journal comme ça, il est un peu vicieux parce qu'il a pris dans son nom de domaine le Washington du Washington Post et le Times du New York Times, alors que lui, il est sans influence. On sait qu'il appartient à des sectes, comme vous l'avez bien mentionné, c'est la secte Moon, et appartient à un lobby dirigé par un certain David Keane. David Keane, on en entend parler, c'est une réputation assez sulfureuse. Il semble qu'il travaille avec le régime algérien depuis pas mal de temps, déjà, depuis l'ère Bouteflika, je crois.
Oui, absolument. David Keane, c'est un proche de l'ancien ministre de la Défense de Trump, John Bolton. Il est aussi le patron d'un célèbre lobby, le fameux RIFLE, qui est un lobby conservateur d'obédience extrême droite, donc avec tout ce que cela implique, et qui est investi dans la vente des armes, donc pour un peu appuyer les lobbies, pour défendre la vente des armes. Bien sûr, si on se réfère à des magazines sérieux aux États-Unis tels que Politico, dès 2018, il nous souligne qu'il est déjà un lobbyiste pour le compte non pas de l'État algérien, mais pour le régime algérien. Ce qui est cocasse à relever ici, c'est que ce monsieur David Keane a travaillé donc avec Bouteflika, avec Ahmed Gaïd Saleh et avec Tebboune. Donc c'est un régime qui ne change même pas ses lobbyistes. Donc le régime algérien ici n'est pas à son premier coup aussi, il faut le rappeler, au-delà de ces détails, parce que c'est le même coup qu'il a déjà effectué avec le fameux, si vous vous rappelez, si jamais, l'Oxford Institute, et depuis déjà 2012. Ah oui, oui, cette histoire d'Oxford Institute qui nous avait vendu comme étant un rapport rendu par Oxford, et ça sonnait très bien, Oxford Institute, et qui avait fait un rapport très élogieux sur la gouvernance de Bouteflika. Et oui, alors vous disiez à ce sujet? Effectivement, vous le relevez très bien. Et puis, c'est différent parce qu'à l'époque de Bouteflika, depuis 2012, quand il s'est lancé dans une opération de blanchissement à l'international, il avait fait auprès de grands médias, de sérieux médias, que cela soit aux États-Unis, que cela soit en Allemagne, en France, un peu tous les grands quotidiens étaient approchés. Sauf qu'avec Tebboune, en fait, c'est juste une opération de com', mais qui est à destination interne, parce qu'elle n'a aucune influence sur les décideurs américains et internationaux. Elle est juste désignée à l'usage interne des mukhabarat. C'est pour dire que pendant le journal télévisé, donc faire l'ouverture du journal télévisé et dire que le régime a bien eu des éloges au niveau des États-Unis. Donc c'est cette façon-là avec laquelle ils réfléchissent. D'ailleurs, dans le corps du texte, on voit l'usage et la patte, l'empreinte des mukhabarat quand ils parlent, par exemple, de minority population. Et ça, c'est pas les Américains qui vont détecter ça. Ça a été dit et dicté donc, par des agents des mukhabarat. Et ça a été repris texto de façon un peu, excusez-moi le terme, mais de façon un peu imbécile. Mais en tout cas, voilà, c'est des contrats faramineux parce que ce David Keane a reçu quand il a fait sa relation, quand il a fondé sa relation avec le régime algérien, c'était avec un contrat d'une année rémunéré, s'il vous plaît, à 30 000 dollars le mois. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'argent gaspillé. Attendez. Donc en ce qui concerne ce David Keane, qui est un lobbyiste, et comme vous l'avez si bien précisé, lobbyiste non pas de l'État algérien, parce que là, sinon il n'y aurait pas de mal. C'est bien d'avoir des lobbyistes aux États-Unis, comme tous les pays qui veulent se faire connaître, défendre un peu leur image. Lui, vous avez précisé que c'est le lobbyiste du régime et non pas de la République algérienne d'abord. Et vous nous dites donc qu'il est payé, lui, un seul lobbyiste, 30 000 dollars par mois? Pendant toute une année. Donc ça, c'était déjà en 2018. Donc maintenant, s'il a refait ça et si le régime algérien s'est encore mis en contrat avec lui, c'est au moins, ça c'est facile à détecter, pour percevoir au moins la même chose, si ce n'est pas plus. Et on voit que même au niveau des mukhabarat, c'est un mauvais travail, c'est de l'argent gaspillé pour pas grand-chose. Et comment, Moussa Mahmoudi? Alors, 30 000 dollars par mois, ça veut dire 1 000 dollars par jour, pour placer un article, mais alors absolument rigolo, comique, dans un journal, dans un torchon médiatique qui appartient à une secte qui n'a quasiment aucun poids politique. C'est quand même incroyable. Et vous nous dites tout à l'heure que c'est surtout à l'usage domestique pour les Algériens, pour que les télés algériennes puissent donc nous dire, voilà, les Américains, ils écrivent sur nous. Mais dans ce cas, ce n'est plus du lobbying, ça. Si c'est à usage interne, ce n'est même pas du lobbying. Oui, mais bien sûr, c'est juste une médiocre opération de communication telle que savent seulement faire les mukhabarat. C'est juste pour dire aux téléspectateurs, voilà, pendant le journal télévisé de 20h, l'ouverture, c'est avec
un papier écrit aux États-Unis, comme quoi nous avons une légitimité qui atteint les États-Unis. Donc c'est uniquement pour ça. Et ça, on comprend bien, on voit bien qu'il y a la patte de Shafiq Misbah, parce que c'est lui que, avec sa fameuse agence de coopération, donc qui s'est lancé dans ça. C'est une opération clairement des mukhabarat pour essayer de dire que voilà, on a quelque chose aux États-Unis. Et bien sûr, elle ne vient pas comme une action, mais comme une réaction, surtout au déferlement médiatique. Parce que quand on voit la presse, surtout française, mais plus que la presse, les agences de presse, parce qu'on sait qu'il y a une différence. Les agences de presse, c'est un peu le grossiste qui alimente les médias avec des dépêches. Donc, quand on voit l'AFP, par exemple, qui fait tout le temps, depuis des jours et chaque jour, des dépêches et des chroniques et des informations sur l'Algérie et montre qu'il y a répression, qu'il y a instrumentalisation du Covid pour éliminer le Hirak, on comprend que cela a très gêné le régime, il l'a très embêté, et donc il essaye de se blanchir, et puis il se lance dans cette opération vraiment très médiocre. Oui, mais Moussa Hamoudi, dans la presse, dans le milieu de la presse, on appelle ce genre de texte un publi-reportage. Ça veut dire qu'il y a une éthique au sein de la presse qui consiste à imposer au rédacteur, il a le droit de faire, c'est une sorte de publicité sous forme d'article. Donc il a le droit de faire l'éloge de qui il veut, même de mentir, de dire que Tebboune a été élu à 52%, il n'y a pas de problème. Il paye pour la publicité au journal, parce que c'est un article qui se paye au journal, en plus du lobbyiste, mais que la règle, la déontologie exige qu'en haut de l'article, avant le titre lui-même, on mette « publie reportage ». Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une pratique non seulement malhonnête, mais frauduleuse. Absolument, parce que aussi, il faut savoir, il faut remonter dans l'histoire du journalisme, cette pratique a été institutionnalisée au début du XXe siècle pour dire, voilà, parce qu'il y avait un conflit, parce que les journaux aiment bien aussi faire leurs bénéfices, toujours est-il, la publicité ne le permet pas, mais aussi, s'ils faisaient beaucoup de publicité, ça rentrait en conflit d'intérêts et ça devient un peu de la corruption. Donc, c'était cette formule que les journalistes un peu et les rédacteurs en chef ont inventé pour faire du public-reportage. Donc, le problème ici, c'est qu'ils ne le disent pas. Et s'ils ne le disent pas, s'ils n'écrivent pas clairement, non pas RP, parce que certains quotidiens écrivent juste RP, en abréviation. Oui. Or, en France, on écrit publi-reportage. Or, ça n'a pas été fait, et donc ça a été monnayé. Et c'est comme un peu aussi une dépêche que j'ai, qui était de Reuters, et qui est impressionnante, la dépêche de Reuters sur l'Algérie, parce qu'on parle de lutte du Covid, on évoque un partenariat, on évoque des laboratoires, mais sans rien dire, sans nommer, sans donner aucune indication. Ce sont des pratiques un peu journalistiques, parce qu'ils doivent, certains médias, faire des bénéfices. Or, s'ils font des bénéfices, tout de même, ils ne doivent pas dépasser la déontologie. Et c'est pour ça que le régime se trouve très embêté. Il essaye de pousser la corruption au plus loin, il se heurte à des déontologies, donc il essaye de un peu monnayer tout ça. Incroyable. Mais alors, il semble que, puisque aujourd'hui les télévisions algériennes, les radios publiques, etc., sont en train de nous dire la presse américaine est en train de couvrir le succès du régime algérien, notamment que le régime algérien, ils ont même dit que la presse américaine a dit qu'il ne faut pas emprunter auprès de la Chine, comme le fait le gouvernement algérien. Il faut voir Tebboune qui a été élu à 52%. Mais il semble que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait eu des sons de cloche autrement plus sérieux qui ont été quasiment dans la critique très dure du régime algérien. Mais bien sûr, et surtout cette presse américaine, parce qu'à entendre le régime algérien, on dirait que la presse américaine est devenue médiocre. Or, la presse américaine est très professionnelle. Je le dis moi-même parce que j'ai eu l'occasion d'être consulté par le New York Times et c'est des gens très professionnels et très pointus. Le problème maintenant avec ce type de papier, c'est qu'ils n'atteignent pas les décideurs, que ce soit au niveau des ministres, de la présidence, de la Maison-Blanche, ou des députés, ou bien de l'opinion publique, tout court. C'est vraiment du gaspillage et c'est une pratique très absurde parce qu'elle est vraiment sans rentabilité, si j'ose dire. C'est juste une tentative de faire de la com à la façon des mukhabarat.
je suis sûr que c'est l'apanage de Shafik Mesbah. Et en parallèle, par contre, qu'est-ce qu'on voit au niveau interne, au niveau des Algériens? Les prétextes, c'est les fameux, ce que j'aimerais bien appeler les prétexteurs, c'est-à-dire tabrériyin, ceux qui vont nous dire, comme le discours du porte-parole qu'on a entendu hier, comme Jalal Sofiane, qui vont nous dire, voilà, tout est permis, mais parce que il faut juste ne pas voir que le Hirak demande le départ du régime. C'est ce qu'on voit avec Jalal Sofiane, mais c'est ce qu'on voit aussi avec les prétextes, comme la main étrangère, parce qu'on nous dit, on nous qualifie de main étrangère. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est le régime qui va aborder la main étrangère. Ça nous rappelle la Russie, ça nous rappelle la Chine, ça nous rappelle maintenant les États-Unis et les tentatives avec la France. Donc, comme ils sont maintenant attaqués dans la presse française, ils essaient de se détourner, d'aller voir un peu ailleurs pour les soutenir. En tout cas, nous, ce qu'on a à retenir, c'est que tout ce qui est interdit aux citoyens, au Hirak, est permis pour le régime. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir, oui, c'est OK pour nous d'aller voir les presses internationales pour falsifier des données ou pour inventer des papiers, vous le qualifiez très bien de torchons, mais par contre, interdit la presse en Algérie, on ferme les médias, on ferme même les médias satiriques. Et voilà, c'est un régime qui ne sait plus quoi faire, donc il essaie de se lancer tous azimuts dans des chantiers absurdes, avec des constructions fallacieuses, et on ne comprend pas où est-ce qu'il veut en venir. En tout cas, la question pour la population algérienne est très claire. Le Hirak veut le départ du régime. Moussab Hammoudi, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver, de retrouver vos expertises. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Hassan Hirsch, dont je rappelle qu'il est docteur en sciences économiques, analyse politique. Nous allons faire 2 tours de micro avec nos invités. Le premier tour, nous allons donc évoquer cette histoire de lobbying, entre guillemets, bien sûr, puisqu'on est en train de nous dire que ce n'est même pas du lobbying, puisque le lobbying, généralement, c'est pour parfaire son image à l'étranger, dans les opinions publiques étrangères. On ne fait pas de lobbying chez soi. Or, il semble que cette comme il l'appelle, n'a d'effet, n'a de but, n'a d'objectif que pour tromper les Algériens, pour permettre aux télévisions algériennes de nous raconter des salades, de nous dire que la presse américaine a écrit que Tebboune a été élu à 52%, etc. Alors, Hassan Hirsch, merci d'être avec nous. Merci à vous et c'est un grand plaisir de te retrouver, de retrouver nos amis de ton émission. Merci beaucoup, Hassan. Alors, donc, cette histoire de Washington Times, ce n'est ni le Washington Post ni le New York Times, hein, c'est de Washington Times qui fait donc un article très élogieux sur Tebboune et sur le régime, dont on nous dit donc que c'est en fait un publi-reportage qui a été payé cash au journal et dont la mission a été confiée à un des lobbyistes, non pas de l'Algérie, mais du régime algérien pour essayer de vendre son image. Et donc, on nous vend un article absolument incroyable que la presse algérienne publique, les télés surtout, et les radios ont repris en chorus pour nous dire que les Américains sont stupéfaits devant la magnificence de M. Tebboune et la façon incroyable avec laquelle il a été élu. Hassan. Oui, beaucoup de choses intéressantes ont été dites aussi bien par vous dans l'introduction que par M. Mahmoudi. Alors, ce qu'il faut peut-être rajouter... Moussab Hammoudi. Moussab. Oui, Moussab Hammoudi, oui. Alors, il faut peut-être donner 3 éléments supplémentaires. Un élément historique qui est que c'est une pratique connue depuis Boumediene Chadli. On se souvient très bien les tribunes qu'il y avait dans le monde par Paul Balta. À l'époque, nous appelions, M. Benchenouf, nous avons à peu près le même âge, nous sommes de la même génération, on appelait le monde Djahid, si vous vous souvenez. Absolument, le monde Djahid, oui. Voilà, donc, et Paul Balda était considéré comme une grande personnalité à Alger, c'était le roi, parce qu'il écrivait des articles très élogieux sur Boumediene à l'époque. Voilà, donc il avait accès évidemment à la présidence, il avait accès... aux médias algériens et tout ça, et il était donc missionné pour faire des articles dithyrambiques
à propos de Boumedienne et puis du régime, surtout du régime de Boumedienne. Donc, c'est une continuité historique, comme beaucoup d'Algériens le savent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut voir dans quel contexte il y a eu cet article élogieux dans le Washington Times, qui est un petit journal entre nous, comme ça a été dit. C'est un contexte assez particulier, puisque le régime algérien, le régime de Tebboune, a été critiqué par les organismes internationaux, les ONG de défense des droits de l'homme, à propos des arrestations, déjà avant le confinement, mais aussi et surtout pendant le confinement. C'est-à-dire dès lors que les Algériens ne pouvaient plus protester dans la rue, ne pouvaient plus donc participer à la résistance, eh bien, les services de renseignement et la justice algérienne, de concert, ont procédé à des arrestations massives et à des condamnations également. Donc, en même temps aussi, il y a eu un rapport de la Fondation Jean Jaurès, un excellent rapport sur la situation globale de l'Algérie par José Garçon, qui est une journaliste très connue, mondialement connue, qui auparavant travaillait pour le journal Libération. Donc, en même temps aussi, il y a évidemment la mort du grand chanteur Idir. Et tous les journaux américains ont parlé évidemment de ce grand chanteur algérien connu mondialement. Et en faisant l'éloge de Idir, ils ont évidemment profité pour parler du régime algérien, qui ont exilé Idir et d'autres personnalités, aussi bien artistiques que politiques, intellectuelles, etc. Donc c'est face à cette conjoncture évidemment totalement défavorable au régime algérien que ce régime a décidé de faire écrire ces mercenaires de la plume, ceux qui sont bien payés pour répandre une idéologie que nous connaissons tous. Du reste, M. Benchenouf, il faut quand même remarquer une chose, c'est que cet article-là, en fait, parle de crise économique, comme quoi la crise économique, elle est résolue par M. Tebboune, etc., alors qu'il se contredit dans la mesure où il dit que le gouvernement lui-même réduit justement les dépenses notamment du gouvernement. D'abord, il ne peut pas avoir une gestion de la crise si le gouvernement lui-même s'interroge de comment nourrir les Algériens, comment maintenir les institutions, comment fonctionner au sein du gouvernement. Et de plus, il y a un mensonge dans ce qui a été rapporté par ce journal. En effet, ce journal parle, donc David Keane, parle de la réduction de la moitié du budget du gouvernement. Or, ceci est un mensonge dans la mesure où c'est une réduction de moitié pour le budget hors salaire, hors charges sociales et hors frais fixes. Ce qui, évidemment, une réduction du budget du gouvernement complètement ridicule. Et donc, en réalité, il garde le fonctionnement total de ce gouvernement omniprésent et bien... Quand il dit que Tebboune a été élu à 52%, 54 même, dit-il. 54%, oui. Ce que même le régime lui-même n'a pas dit. Ça veut dire qu'il a gonflé même les chiffres de la fraude. Non seulement il gonfle les chiffres, mais pour continuer en plus sur les contradictions, il fait l'éloge de Tebboune en disant qu'il ne veut plus de dette parce que c'est éventuellement une charge pour les générations futures, etc. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que à la place de cette dette,
il fait marcher la planche à billets, ce qui est évidemment encore plus dangereux parce qu'il y aura des effets inflationnistes d'ici 1 an ou 2 ans et qui placera évidemment l'économie algérienne dans de grosses difficultés. Donc en fait, il oublie aussi de nous parler, parce qu'il nous dit que M. Tebboune, à propos justement de ce refus de dette, c'est pour aller dans le sens de l'indépendance du pays. Comment voulez-vous qu'un pays soit indépendant lorsque l'on sait que 70% de sa consommation vient de l'étranger, est une importation? Donc il suffit qu'il y ait tout simplement un boycott de l'Algérie pendant 3 mois pour que les Algériens n'aient plus rien à manger, n'aient plus rien à consommer. Donc c'est complètement contradictoire par rapport à l'indépendance. Mais Hassan Hersh, pourquoi ce lobbying qui n'est pas du lobbying, puisque comme nous l'a dit Moussab tout à l'heure, ce n'est même pas destiné à dorer l'image de l'Algérie, c'est juste pour essayer de faire passer un peu l'image d'un régime à peu près normal, mais qui n'est même pas considéré par l'étranger. Et Moussab nous a dit que c'était surtout à usage domestique. Ça veut dire pour faire dire par les télés algériennes que la presse américaine parle de Tebboune, du régime. Pensez que ça en vaut la peine, que ça vaut la peine de payer aussi cher des lobbyistes pour faire paraître de telles inepties dans de petits torchons médiatiques qui ne sont lus par personne? Monsieur Benchenouf, le problème du régime de Tebboune est un problème de légitimité. Donc tout le monde sait aujourd'hui que le fait qu'il soit passé en force le 12 décembre 2019 et que ce pouvoir-là n'a aucune légitimité. On sait très bien que l'ascension de M. Tebboune est due uniquement à l'état-major de l'armée et au défunt général qui était donc chef de l'état-major. Donc, il suffit d'un petit point pour que le régime algérien puisse parler autour de ça, avoir toute une phraséologie, tout un discours, toute une propagande, etc., pour dire que voilà, un journal américain a parlé en bien de l'Algérie, du régime algérien, du président Tebboune, etc. Donc c'est un problème de légitimité, c'est un problème d'image, et ça a été absolument bien dit, aussi bien dans votre introduction que par notre ami Moussab Hammoudi. Allô? Oui, Moussab Hammoudi, ça a été bien dit que effectivement c'est à des fins de propagande intérieure, parce que de toute façon David Keane, qui est connu comme un lobbyiste, mais sans véritablement influence, sauf sur le marché des armes, oui. Ne peut pas apporter la moindre crédibilité. Encore une fois, tous les grands journaux comme le New York Times, comme le Washington Post, etc., ont parlé de la mort de Idir de façon totalement élogieuse, et on en profitait pour parler du régime exécrable algérien qui a poussé ses enfants à s'exiler et à laisser mourir ses enfants à l'étranger. Donc ils essayent de contrebalancer par un petit journal, pensant que les Algériens feraient une confusion entre ce Washington Times et Washington Post ou bien le New York Times. Et restez avec nous, Hassan Hersh, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi est avec nous. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, donc même histoire qui se répète à l'envi. Après cette histoire d'Oxford Institute qu'on voulait nous vendre comme un grand think tank qui avait fait un grand rapport très élogieux sur la période Bouteflika et dont on a découvert que c'était une boutique qui vend ses rapports aux pays africains, une boutique tenue par des orientaux qui faisaient des rapports payants
sur quelques pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Voilà maintenant qu'on nous vend Zama, des grands articles parus sur de grands journaux américains et dont on découvre que ce sont des petits publi-reportages, sauf qu'il n'y a pas la mention publi-reportage, publiés par des journaux de sectes, la secte Moon en l'occurrence. Brahim Younsi. Au-delà de ça, parce que beaucoup de choses ont été dites à propos de ce journal, de ce Washington Times. L'Algérie, le régime algérien a l'habitude de ce type de choses. Vous avez parlé du journal Le Monde ou de Paul Balta tout à l'heure. Oui. Il y avait aussi Simon Mallet avec Afrikazi. Afrikazi, ah oui, on s'en rappelle. Ah oui, oui, oui. Et d'autres publications encore. C'est une pratique courante du régime algérien que de payer pour se faire de la publicité à l'extérieur. Mais cela participe de quoi? Cela participe de la corruption, tout simplement, de la corruption financière et de la corruption morale de ceux qui acceptent ce type de trucage. C'est une corruption et c'est un détournement d'argent public. Parce que le Washington Times et David Keane ont été payés avec l'argent des Algériens, avec l'argent public. Le pouvoir illégitime doit répondre de ces détournements, parce que ce sont des détournements d'argent public. C'est de cela dont il s'agit essentiellement pour moi. Nous savons que le régime algérien est isolé. Il est très isolé sur le plan international et il veut absolument, à travers un journal qui appartient à une église, à une secte connue, de redorer quelque part son blason. Je crois que ça a produit l'effet inverse. Ce reportage lui nuit beaucoup plus qu'il ne lui sert finalement, parce que les Algériens, comparativement à ceux il y a 30 ou 40 ans, savent ce que sont les journaux, savent ce qu'est la presse. Oui, mais Brahim Younsi, les téléspectateurs qui suivent le NTV, Nahar, Chorouk et d'autres télévisions du genre, qui écoutent les radios algériennes, ils ont un autre son de cloche. On est en train de leur vendre l'histoire de la presse américaine qui dit des choses, et c'est des gens qui peuvent être trompés. Donc ça peut servir. Vrai. Ça peut servir, le régime. C'est vrai que cela peut. Mais si vous comptez, en toute connaissance de cause, le nombre de téléspectateurs de ces télévisions que vous avez citées, ils se réduisent à une poignée de téléspectateurs. Ils n'ont plus de téléspectateurs. S'il y a des téléspectateurs, c'est pour regarder les plaisanteries, ces sketchs que l'on fait, mais pas l'information. L'information, ils vont la chercher ailleurs. Ils la cherchent en France notamment, ou sur Al Jazeera, ou sur d'autres supports médiatiques de ce type. Mais jamais l'information, ils ne la cherchent auprès des télévisions, des journaux algériens, et cela se sait. Déjà à l'époque, ils ne cherchaient pas l'information à la télévision algérienne ou dans les radios algériennes, ils la cherchaient ailleurs. Brahim Younsi, on sent qu'il y a quelque chose derrière depuis cette réorganisation. Et tout à l'heure, Moussab Ahmoudi nous a parlé de Shafiq Misbah. Il y a toute une réorganisation sécuritaire, communicationnelle. Et je suis presque tenté de dire tout ça pour ça. Tout ce charivari, tous ces chamboulements, toutes ces annonces à grands frais de grosses manchettes, pour que la montagne accouche d'une si petite souris? La montagne algérienne a toujours accouché de toutes petites souris. Souvenez-vous, je vous avais dit, lorsque vous m'aviez posé la question il y a quelques semaines, à propos de cette agence que dirige Shafiq Misbah, que c'était une pompe à dollars. Et cela me confirme la création, la raison de la création de cette agence de coopération internationale. Voilà ce qu'est la coopération internationale
pour le régime algérien, pour le régime de Tebboune. L'agence que dirige Jafar Msbah est une pompe à dollars et elle ne peut servir qu'à pomper les dollars qui restent encore dans les caisses de l'État algérien pour les transférer à l'étranger. C'est incroyable. Restez avec nous, Brahim Youssi. Je reviens à vous pour le deuxième volet de l'émission. Avec nous, Saïd Aknin. Il y a un souci? Alors, il y a un petit souci. Brahim Youssi, je vais encore vous retenir un petit instant. Dans les pays qui se respectent, qui sont obligés de faire du lobbying, de vendre leur image. Je parle des pays, par exemple, du Golfe, je parle de notre voisin marocain, d'autres pays qui font du lobbying en toute bonne guerre, j'allais dire, pour présenter l'image dorée d'un pays, pour attirer, par exemple, des touristes, pour attirer des investisseurs, pour les rassurer. Mais là, nous sommes en train d'assister à un faux lobbying qui, en fait, ne sert qu'à dorer l'image d'un régime mafiocrate complètement périmé, qui est en fin de ressources et que tout son peuple exècre au vrai sens du mot. Que cet article, que tout ce travail, entre guillemets, du Washington Times est à usage domestique, est à usage interne, ce qui est parfaitement vrai. Vous croyez que les États étrangers, la France, les États-Unis en particulier, et d'autres, ne connaissent pas la réalité de la situation de notre pays? Ils la connaissent parfaitement bien, aussi bien que nous, sinon mieux que nous. Et ils savent ce qui se passe à l'intérieur même du régime. Ils ont les moyens pour cela. Donc, ils ne trompent pas, cet article ne trompe pas les partenaires, si je dois dire, les États sur le plan mondial, qui connaissent l'Algérie, qui connaissent le régime algérien, et la société politique organique qui constitue le régime algérien. Et Moussaab Hamoudi tout à l'heure avait cité quelques noms que je ne citerai pas parce que ça m'écorcherait la langue. Mais c'est cela la réalité aussi de notre pays. Il va encore faire de ce que vous appelez du public reportage de plus en plus, parce qu'il est en situation extrêmement difficile, non pas seulement, comme l'a dit Hirsch tout à l'heure, sur le plan économique, mais il est aussi sur le plan politique. Il y a encore une révolution qui est en marche, une révolution qui n'a pas atteint sa destination, qui doit atteindre, et elle le sait, elle doit atteindre sa destination. C'est ce pouvoir, il a commencé le 12 décembre et il a terminé le 12 décembre. C'est un pouvoir qui est une fiction en réalité. La seule réalité qu'il a, c'est celle de la répression, parce qu'il frappe, parce qu'il met les gens en prison, et même, on va certainement venir à traiter de ce sujet. Le porte-parole de Mouradia, le porte-parole du président illégitime. Ce sera l'objet de notre deuxième volet. Je reviens. Oui. À essayer de justifier les arrestations et de dire que si certains se sentent lésés, l'État rétablira leurs droits. Or, comment l'État peut rétablir des droits quand on les réprime, quand on les opprime et quand on les met devant une justice aux ordres? Alors, restez avec nous, Brahim Youssi, mais je retiendrai votre formule. Ce pouvoir a commencé le 12 décembre et il a fini le 12 décembre. C'est réellement à retenir, pour le moins. Saïd Aknin est avec nous. Saïd Aknin, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, Azul Filaoum, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, Djamaldin. Merci. Alors Saïd, avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais que nous parlions un peu du site satirique El Manchar, que les Algériens adorent, surtout sur les réseaux sociaux. C'est un journal en ligne. Et ils nous ont annoncé sans plus de détails qu'ils ont été contraints de fermer
tout le monde a pensé tout de suite à une pression exercée par le régime, puisque certains parmi les rédacteurs se trouvent en Algérie. Ils ont refusé de donner des explications. Mais voilà que le Figaro, avec l'AFP, vient de signaler que le journal satirique algérien en ligne Al-Manchar a annoncé sa fermeture pour échapper à la répression, soulevant un vif émoi sur les réseaux sociaux au moment où des internautes et des médias indépendants sont la cible de mesures coercitives des autorités. Voilà qu'un autre site honnête, intègre, ferme pendant que les autres sont arrosés de publicité, notamment ces journaux qui sont revenus au râtelier et qui, du jour au lendemain, ont des pages de publicité maintenant. La seule chose que je vais dire par rapport à Al-Manchar, je pense que Ben Salman a prêté sa tronçonneuse à Tebboune pour un peu répondre d'une façon un peu de la même, faire un peu de satire, sinon toutes les voies libres dans un contexte d'illégitimité du pouvoir et de peur aussi du retour du Hirak, toutes les voix discordantes payent aujourd'hui et depuis très longtemps, payent leur autonomie et leur souveraineté. Quand on voit que au temps de l'épidémie, au temps du coronavirus, au temps du Ramadan, le nombre d'arrestations qu'il y a et de convocations à la police, je pense que ce régime nous donne un aperçu de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire. Justement, Saïd, vous avez entendu parler de ces milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de convocations aux hirakistes dans tous les quartiers, dans toutes les villes d'Algérie, des jeunes hirakistes sont convoqués par milliers. Certains même, comme je vais donner un exemple, notre ami et collègue Makhlouf, l'humoriste très connu, qui a été convoqué, qu'on appelle Mikmik, qui a été convoqué dans son village en Algérie, alors qu'il vit ici, juste parce qu'il a pris en cible ce régime qu'il dénonce de façon très originale. Vous avez entendu parler de tout ça, c'est pourquoi faire? C'est pour empêcher le Hirak, pour terroriser les gens, pour les empêcher de reprendre la lutte? Exactement. D'abord, je manifeste ma solidarité avec que ce soit ceux qui sont arrêtés et nous militons pour qu'ils soient libérés, mais aussi pour ceux qu'ils ont convoqués. Ce n'est pas simplement que j'ai entendu, il y a certains même qui m'envoient leur propre convocation, que je publie en signe de solidarité, ou aussi pour créer une dynamique de solidarité autour d'eux, dans ma page Facebook et dans d'autres supports. Effectivement, ce régime, il a une peur bleue, c'est la peur du déconfinement et de la fin de la pandémie. Et de voir, parce qu'ils savent que non seulement ils sont illégitimes, non seulement la pandémie elle a mis à nu la désingestion, l'abandon du peuple, la pandémie aussi, elle a mis à nu les pratiques, la cruauté, l'inhumanité d'un système, d'un régime qui ne pense qu'à se maintenir au point d'essayer, vous savez, dans tous les régimes dictatoriaux, on utilise un certain nombre de procédés pour pouvoir se maintenir. La terreur, la peur est l'un des leviers qu'utilisent tous les régimes. Là, ils essaient de faire peur au peuple algérien en se disant qu'on va convoquer ceux qui sont en vue, ceux qui sont... Sachant que par rapport à Mikmik, à mon ami Makhlouf, ils avaient déjà convoqué sa mère. Ils avaient déjà convoqué sa mère pour l'intimider par l'intermédiaire de sa mère. Et quand ils ont vu qu'ils ne l'ont pas intimidé, ils ont passé à la vitesse supérieure et là, ils l'ont convoqué. Lui, c'est ce qu'ils font, hein, d'habitude, c'est ce qu'ils font. Et dans avec tous les activistes, avec tous les militants, avec tout, on essaie de t'intimider en approchant tes parents, en approchant tes frères, tes sœurs, en t'envoyant comme ça des convocations. Mais ce qu'ils savent, je crois, hein, ils savent au moins que s'ils sont frappés de cécité, c'est qu'ils ne peuvent pas convoquer tout le peuple algérien. Et même s'ils convoquent tout le peuple algérien, on a dit, marche arrière,
Et alors, au sujet de cet article, entre guillemets, qui n'est rien d'autre qu'un publi-reportage qu'on nous vend comme un grand article paru dans une... Je vous vois me mort de rire, Saïd, j'aimerais qu'on vous montre en train... Alors... Voilà, je ne peux pas m'arrêter. Il y a de quoi? Ils sont gentils hein, de nous faire rigoler comme ça. Tu sais pourquoi? Wallah, sincèrement, je ris de bon cœur. Parce que ça, c'est ce qu'on peut appeler l'œuf. C'est la bloc. Et ça peut marcher dans un nombre d'espaces. Ça peut marcher quand Tebboune prend son téléphone, appelle, je ne sais pas, appelle un directeur d'un journal. Il peut utiliser un peu l'œuf pour pouvoir l'amadouer. Il peut appeler un industriel, il peut utiliser l'œuf. Mais là, dans un contexte international, la place n'est pas à l'œuf. Je rigole parce que eux, ils ont fait toute une communication autour, comme si on a parlé du Grenadier, parce que dans cette articulette, on a essayé de présenter Tebboune comme Grenadier et que l'Algérie va devenir le nouveau Japon. Alors que qui va croire à ça? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux et essayons un peu, au-delà du fait que celui qui a écrit, c'est un lobbyiste. Le lobbying est une activité tolérée, réglementée et admise aux États-Unis. Ce lobbyiste travaille avec l'Algérie depuis 2008. Ce lobbyiste a touché, dans le cadre de son travail avec l'Algérie, plus de 420 000 $. Ce lobbyiste est très connu, être proche des milieux des armes et d'être proche des milieux de l'extrême droite. Ce lobbyiste, il a même permis à celui qui est le chantre de l'extrême droite ici en France d'être proche dans une conférence animée avec Reagan, et il a été pris en photo, et puis par la suite, il y avait toute une communication comme si le président du parti de l'extrême droite avait été reçu par Reagan alors que c'était un mensonge, et le même mensonge par rapport à l'Algérie. Et là, maintenant, essayons de placer cette articulette dans le contexte. D'abord, il y a le contexte national et le contexte international. Le contexte national, il y a une révolution en plus de l'épidémie. Le contexte international, je pense aujourd'hui que les articles qui sont les plus lus et qui ont plus d'impact, c'est ceux qui parlent d'un vaccin contre le Covid, d'un éventuel médicament, et qui parleraient éventuellement des masques, à partir du moment qu'il y a la production des masques, la production des moyens de protection, ainsi de suite. Quand on voit cette articulette, la première question qu'on doit se poser, quel est l'impact? Il est adressé à qui? Est-ce qu'il est adressé à l'administration américaine? Est-ce qu'il est adressé aux hommes d'affaires américains pour pouvoir les allécher, pour qu'ils viennent investir en Algérie dans le cadre du PME, PMI? Est-ce qu'il est adressé à l'opinion internationale dans un contexte un peu sur le plan communicationnel? Parce que ça, c'est une articulette écrite sur commande. Hein. C'est le service après-vente de Tebboune. Tebboune, il est mal au point, il n'a pas de légitimité, il cherche à se faire une légitimité non pas internationale, parce que sur l'échelle internationale, ils savent même ce qu'on mange dans nos assiettes. Mais c'est à l'échelle locale. C'est ça qui est un peu, comment dirais-je, qui me laisse un peu perplexe. Ils le font un article aux États-Unis pour convaincre les Algériens en payant 420 000 ou 450 000 $. Les 450 000 $, je préfère s'ils les avaient achetés des masques ou ils les auraient donné des primes aux médecins qui sont en train de faire face. Mais pourquoi avec de telles sommes, Saïd, pourquoi avec de telles sommes ne s'offre-t-il pas des services de gens plus sérieux? Par exemple, de quelqu'un qui vient au moins donner le vrai chiffre, avec le vrai chiffre de la fraude, Sidi.
le vrai chiffre de la fraude. Lui, il fait un article où il annonce Tebboune est élu à 54%. Ça veut dire que c'est vraiment pas sérieux. Il aurait pu prendre au moins le vrai chiffre de la fraude. Oui, mais Jamel-Din, vous pensez que des hommes et des femmes autonomes, souverains, qui ont une probité intellectuelle, qui ont une honnêteté et qui n'ont pas l'habitude des circuits mafieux, des circuits de sectes, des circuits qui sont flous, vont risquer leur crédibilité à venir annoncer des inepties, à venir, écoutez, l'une des phrases qui m'a fait rire, quand il a dit, par exemple, dans cet article, les réformes économiques et constitutionnelles courageuses engagées. Quelles sont ces réformes constitutionnelles engagées à partir du moment que la révision de leur constitution, elle est déjà à l'état de brouillon. Je suis tenté de dire comme Ould Abbas Ayana Dhakouaya. C'est-à-dire à un certain moment, est-ce que celui qui a écrit est sérieux? Est-ce qu'il est normal? On voit l'image à côté de vous. J'aimerais qu'on la remontre, qu'on nous la remontre, l'image du lobbyiste en question, David Keane. Voilà, il est à côté de vous, on le voit, c'est lui. Et ses contrats sont en bas, les contrats qu'il a signés. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a une probité intellectuelle? Est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il a une conscience professionnelle? C'est ça les questions, parce que annoncer un certain nombre de choses qui sont complètement mensongères pour pouvoir les vendre à l'échelle interne, parce que l'impact, on va dire que cet article va faire un impact aux États-Unis. Mais il y a de quoi se payer un fou rire, en effet. Non, ça aide de rester avec nous. Il faut respecter les Algériennes et les Algériens. Il ne faut pas le demander au régime, ça. Il ne faut pas le demander au régime. Oui, mais ça, c'est au régime de respecter les Algériennes et les Algériens. Il ne faut pas prendre les Algériennes et les Algériens pour des cons. S'il les respectait, Saïd, s'il les respectait, il aurait répondu à leurs revendications qui ont eu lieu pendant une année, sous la pluie, sous le soleil, pendant Ramadan, dans le froid, Restez avec nous, Saïd. Je reviens à Hassan Hirish. Alors là, Hassan Hirish, je vais vous demander, parce qu'il y a plusieurs questions, d'être assez bref dans vos réponses, parce que nous devons traiter plusieurs questions. Alors, Hassan Hirish, d'abord, voilà, donc, M. Belaïd Mohamed Saïd, dans une langue de bois absolument incroyable, hein, il nous dit des tas de choses. Par exemple, il nous dit que la révision de la Constitution est une réponse du président Tebboune à la classe politique. Et il nous dit plus loin que c'est une réponse aux sollicitations centrales du peuple algérien. Alors que le peuple algérien, on sait qu'il a demandé un processus constituant, il n'a pas demandé une telle farce. Et d'abord, de quelle classe politique nous parle-t-il? Du RND, du FLN? Oui, de toute façon, pour lui, l'opposition n'est pas une classe politique. Pour lui, l'opposition, c'est tout simplement insignifiant. C'est des gens qu'il faut mettre en prison, qu'il faut bâillonner, comme nous l'avons vu sur le terrain. Combien d'opposants sont aujourd'hui en prison, comme Karim Tabou, Nekaz, etc. Donc, on ne peut pas s'étonner d'un discours comme celui-ci. On se souvient qu'en 1976, alors qu'on nous parlait de liberté d'expression, la charte nationale, etc., souvenez-vous, M. Ben Sunnouf, il y a eu un simple tract de deux premiers présidents du GPRA, en l'occurrence Farhat Abbas, Ben Youssef Ben Khedda, puis Mohamed Kherdin, qui était ancien membre du Conseil de la Révolution, Hossein Lahoual, ancien secrétaire général du PPA-MTLD, eh bien, les quatre personnages qui avaient fait tout simplement une petite tribune ont été immédiatement mis en prison, alors qu'on leur disait, ça y est, on va faire un texte fondateur, comme aujourd'hui on parle de la Constitution. Donc c'est une chose et son contraire. Nous sommes habitués à ce genre de comportement complètement schizophrénique. On nous dit que c'est pour répondre aux sollicitations du Hirak, pour répondre aux demandes du Hirak,
pour répondre aux manifestations du Hirak. Et pendant ce temps-là, tous les acteurs du Hirak, un par un, sont conduits devant les tribunaux, sont condamnés dans des procès complètement iniques, avec des dossiers complètement vides, sans aucune véritablement raison. On ferme des journaux les uns après les autres, et ceux qui ne sont pas fermés sont rendus dans des situations financières extrêmement difficiles pour les domestiquer. On le voit par exemple avec le journal El Watan, qui était un grand journal et qui aujourd'hui, de plus en plus, montre sa docilité face au régime. Donc ça ne nous étonne pas qu'un porte-parole nous parle de cette façon-là, dans des contradictions totalement schizophréniques. Nous savons aujourd'hui que le Hirak va reprendre dès lors que cette pandémie du coronavirus sera terminée, et il reprendra de plus belle dans la mesure où les provocations aujourd'hui ne cessent pas. Vous avez parlé d'un certain nombre de personnes qui ont été convoquées, mais d'autres sont carrément arrêtées, jugées, envoyées en prison d'une façon absolument flagrante. Alors, l'autre point que j'aimerais aborder avec vous, qui est complètement hallucinant, vous rappelez que M. Tebboune nous avait promis lors de sa campagne électorale de rapatrier les fonds qui ont été volés aux Algériens, qui se chiffrent, selon certains experts, entre 250 et 400 milliards de dollars. Au bas mot, à 200 milliards de dollars. Donc, il nous avait promis même, ça veut dire non seulement, il nous avait dit, je sais même où ils sont, ces fonds, et il nous avait même promis de se servir du rapatriement de ces fonds pour financer son programme, nous a-t-il dit. Et Dieu sait que ce programme, il a besoin d'au moins 100 milliards de dollars, au moins, au bas mot. Et donc là, parce que les Algériens commencent à l'interpeller, lui dire « Ah, mais le moment est venu, tenir votre promesse de rapatrier ces fonds », voilà que son porte-parole nous fait une sortie complètement hilarante. Il nous dit oui, pour ce qui est du rapatriement de ces fonds pillés, grâce à l'aide d'Allah, Inch'Allah, si Dieu est d'accord, et lorsque des jugements définitifs seront rendus, à ce moment-là, nous allons rapatrier ces fonds. Je vous laisse commenter. Oui, il y a au moins trois remarques. D'abord, que M. Tebboune, pendant sa campagne, parle justement de ces fonds qui ont été détournés, en disant qu'il sait de combien il s'agit et il sait qui a détourné, ce qui veut dire que pendant qu'il était ministre, pendant qu'il était Premier ministre, pendant qu'il était dans les arcanes du pouvoir, il a tout simplement été complice de cela, dans la mesure où il n'a pas dénoncé ces faits d'une rare gravité. À partir du moment où on a volé les deniers de l'État, détourné les deniers de l'État, et qu'on sait de quelle manière ça s'est passé, et qu'on connaît les auteurs, eh bien, se taire, c'est une complicité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Tebboune nous dit qu'il va les récupérer grâce à Allah, ce qui veut dire tout simplement que c'est parti au calendrier grec, qu'il va plus jamais les récupérer. Le troisième point, il est technique celui-là. S'il avait véritablement l'intention de récupérer ces fonds détournés, il suffit de s'adresser aux pays concernés, de leur demander de geler ses avoirs et de faire des enquêtes, dans la mesure où, dans toute l'Europe et dans toute l'Amérique du Nord, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, des lois précises disent que tout argent qui arrive dans les banques de ces pays doit être justifié. Leur source doit être justifiée. Quand vous achetez un petit studio, un appartement ici en France ou n'importe quel pays d'Europe, on vous demande d'où viennent les fonds. Or, nous savons que les barons du système achètent des villas, achètent des immeubles, achètent des appartements dans des quartiers pochus de toutes les grandes capitales d'Europe et des États-Unis, sans qu'on leur demande d'où viennent ces fonds-là, sachant qu'ils n'ont jamais travaillé en Europe, qu'ils n'ont jamais travaillé en Amérique du Nord, et donc il y a là, évidemment, une espèce de complicité des réseaux
qui aide les gens du régime algérien, évidemment, à sortir l'argent public, à voler l'argent public et à le placer dans les banques étrangères. Donc, si M. Tebboune avait petite intention de récupérer cet argent-là, il suffit de dire clairement, publiquement et de façon transparente, de le demander aux banques suisses, aux banques françaises, aux banques allemandes, aux banques luxembourgeoises, anglaises, etc., de leur dire, écoutez, il y a de l'argent algérien chez vous, on vous demande de le geler et on vous demande de mener des enquêtes pour nous dire quand il a été détourné, combien et avec quelle complicité, et la justice algérienne se met à votre disposition. Or, rien de cela n'est fait, ce qui veut dire que c'est de la poudre aux yeux, ce qui veut dire tout simplement que c'est de la phraséologie, que c'est de la démagogie, qui ne récupérera pas cet argent, qu'il va au contraire permettre aux barons du système d'aujourd'hui, du système Tebboune, comme le système Bouteflika, comme le système Chadli, comme le système Boumdien, il va permettre encore l'hémorragie financière. Et aujourd'hui, dans la difficulté que connaît l'Algérie, nous allons assister encore une fois, mais on le saura d'ici 1 an, 2 ans, peut-être 10 ans, on saura que beaucoup d'argent aura été détourné du temps de Tebboune. Mais il y a certains pays, Hassan, où sont placés une grosse partie de ces fonds qui ne vont pas contribuer avec une éventuelle demande de la vraie justice algérienne ou du vrai État algérien, notamment par exemple les Émirats, qui sont de gros vendeurs d'armement allemands, parce que les Allemands, vous savez, ne donnent pas, la législation leur interdit de donner des commissions à l'acheteur. Et donc les Émirats ont créé des joint ventures, des sociétés intermédiaires, à travers lesquelles elles vendent du matériel allemand à l'armée algérienne. Les Émirats ne vont pas collaborer. Les Russes, qui sont de gros vendeurs d'armement, où il y a de très fortes commissions, ne vont pas collaborer. Donc, tout à fait, monsieur Benchenouf. Il se trouve que les banques européennes et américaines ont commencé à mettre un petit peu de transparence. Il y a eu des lois, notamment sur justement toutes les affaires financières, qui ont été votées en Europe, aux États-Unis, au Canada, ce qui fait qu'effectivement, il est de plus en plus difficile de maintenir les secrets, depuis notamment l'affaire Wikileaks. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les barons algériens ont commencé à transférer leur détournement, leur argent, vers la Turquie, vers les Émirats, parce que effectivement, ce sont des pays où risquent moins d'être éventuellement dénoncés, d'être tout simplement poursuivis dans les jours ou les années qui suivent. Donc, effectivement, on assiste à un changement de réseaux financiers qui sortent des réseaux européens et qui vont vers les pays du Golfe, comme vous l'avez souligné, parce qu'on a vu comment un certain nombre de barons africains, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, je ne sais plus quel autre pays africain, ont été effectivement dénoncés et cet argent-là a été bloqué. Et donc, c'est une leçon pour eux. Aujourd'hui, les détournements vers effectivement d'autres pays que l'Europe et l'Amérique du Nord. Et restez avec nous, Saïd Aknin. Nous allons donc retrouver... pardon, Hassan Hersh. Brahim Younsi. Brahim Younsi va être avec nous dans un petit moment. Il y a un petit souci, il me semble. Donc, nous allons prendre Saïd Aknin en attendant. Saïd Aknin, je voulais vous laisser pour la fin, pour un sujet en particulier. Saïd Aknin, est-ce que vous êtes avec nous? Très bien. Alors, Saïd Aknin, au sujet de cette promesse faite par M. Tebboune de recouvrer les fonds volés aux Algériens, qui se chiffrent pour le moins en centaines de milliards de dollars,
Et Dieu sait le nombre de prédateurs. Ils ne se comptent pas par dizaines, ils ne se comptent pas par centaines, ils se comptent par milliers. Les gens qui ont exfiltré des devises, plus ou moins, hein, il y en a qui ont sorti de l'argent en milliards de dollars, d'autres en millions, d'autres en un peu moins. Et donc, vous nous avez promis de récupérer tout ça, ce qui, dès le départ, a semblé à tout le monde comme totalement farfelu. Et là, voilà que lorsque les demandes des Algériens vraiment se sont intensifiées, son porte-parole nous dit que grâce à l'aide d'Allah, Inch'Allah, et grâce à des jugements lorsqu'ils seront définitifs, ça veut dire que ça va prendre des années, qu'il va falloir prouver, parce qu'il faut prouver. Les gens qui ont sorti ne l'ont pas sorti par les banques. Donc il nous dit qu'ils seront récupérés à ce moment-là, ça veut dire dans 2 ou 3 siècles à peu près. Le porte-parole de celui qui est imposé au peuple algérien, ainsi que son employeur, oublie qu'ils sont en l'an 2000. Oublie qu'il y a une jeunesse qui a les capacités de chercher, de se poser des questions, qu'il y a un certain degré de conscience, qu'il y a une maturité populaire, qu'il y a une révolution qui est passée par là et qui a construit des espaces de pouvoir, des espaces de souveraineté. Et il croit, en fait, c'est comme cette articulette, ce sont des procédés du siècle dernier qu'on offre aujourd'hui. Il se trompe de peuple, il se trompe de pays, il se trompe d'époque, il se trompe de déclaration. Je m'explique. Est-ce que tout l'argent qui est sorti d'une façon à respecter les circuits les circuits normaux, à savoir de la surfacturation, à savoir des transferts directs qui transitent par les banques? Alors que peut-être il y a de la surfacturation, mais il y a aussi l'argent des balises, l'argent des cabas, l'argent des rétrocommissions, l'argent. Ce qui fait dire qu'à un certain moment, c'est une histoire de conviction et non pas une histoire de preuve. Hassan l'avait dit tout à l'heure qu'il techniquement, comment que ça se passe, il suffit juste d'écrire à des pays pour leur dire avec lesquels nous avons des accords bilatéraux de lutte contre la corruption, de leur dire voici tous ceux qui portent la nationalité ou tous ceux qui sont algériens, qui ont déposé de l'argent ou qui ont des biens et qui n'arrivent pas à justifier dans vos banques, il faut les mettre sous saisie en attendant de les restituer au pays. Point à la ligne. C'est pas si compliqué que ça. Mais comme, et là, je crois le fait qu'il avait déclaré que non seulement il sait où est l'argent, non seulement il connaît les quantités, non seulement il a la khota, il a peur de la contre-khota. Oui. De la contre-khota. Est-ce que maintenant le fait de dire il faut le jugement, aller au bout du jugement, ce n'est pas de révéler sa khota. Donc les autres vont développer la contre-khota. Est-ce que le fait de précéder la récupération de cet argent, Inch'Allah, est-ce que c'est pas à un certain moment, pour ne pas dévier la discussion et de dire ah Maktub Charbi, on les va pas c'est pour se déresponsabiliser, mais je pense que là c'est du foutage de gueule. À un certain moment il a essayé d'utiliser un argument électoraliste, un argument de campagne qui s'est retourné complètement contre lui. Et ce n'est pas demain que l'argent va... parce qu'ils sont tous impliqués. Tous, ils sont impliqués. Et si ce n'est pas une corruption financière, c'est une corruption morale. Et ce porte-parole qui avait obtenu même pas 1% de taux de participation à des élections et qui se retrouve ministre, il faut être honnête, il faut avoir les mains propres, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan matériel, pour pouvoir mener des actions de salubrité politique ou de salubrité publique. Ça de un. De deux, il n'a pas dit que ça. Il avait dit aussi qu'il n'y aurait pas d'élection. Oui, il a dit alors aussi que l'Assemblée nationale serait dissoute. Exactement. Donc,
Tebboune avait dit que l'Assemblée serait dissoute. Ouais. Ou c'est lui-même qui l'avait dit, je me rappelle pas très bien. Et puis, hier, il dit qu'elle ne va pas être dissoute. Ouais. C'est qu'ils tiennent un discours et son contraire au gré des circonstances. Et non seulement au gré des circonstances, mais à force de mentir. Pour ma part, c'est ça. À force de mentir, on ne s'en rappelle pas de tous ces mensonges. On dit un menteur a besoin d'une bonne mémoire. On dit, exactement. C'est une citation. Et là, comme avec l'âge, la mémoire, elle leur fait défaut. Quand on dépasse 70 ans, sauf pour quand on dépasse un certain âge, on commence à perdre un peu les capacités de mémorisation. Je pense que c'est leur cas. Et là, comme ils n'ont pas la bonne mémoire, ils continuent à mentir. Mais ceux qui ne savent pas... C'est mon cas, Saïd. Ces derniers temps, je passe mon temps à confondre les prénoms de mes amis et même de mes enfants. Imaginez un peu. Je ne pense pas. Pour avoir eu l'habitude de discuter avec toi, c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais je peux dire que tu as une bonne mémoire. La deuxième, la dissolution de l'APN. Mais vous savez, ce n'est pas parler qui est si intéressant que ça. La langue n'a pas d'os. C'est dire vrai. Et la deuxième des choses, c'est d'être légitime dans le poste où on est. Sinon, parler dans ce genre de circonstances n'a aucun sens. C'est comme un chat qui se voit dans un miroir comme un lion. Un chat va être un chat, un lion est un lion. Et dans leur situation, oui, effectivement, ils se parlent pour eux-mêmes, tout en étant dans le premier cas de figure, à savoir des chats qui se voient lions. L'histoire, elle a déjà tranché. Mohamed Saïd, elle lui a réservé sa place. Tebboune lui a réservé sa place. Et tous ceux qui sont, que ce soit dans la périphérie, que ce soit dans l'organique, elle leur a déjà réservé sa place. Donc, au monde, à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère de la connaissance, de l'économie de la connaissance, à l'ère où l'information, elle circule d'une façon vraiment à une vitesse vertigineuse, la place n'est ni à l'amateurisme, ni au mensonge, ni au farfelu, ni à la langue de bois, ni à la manipulation, ni à tout ce qu'ils utilisent actuellement. La place est à la sincérité et à l'honnêteté, et rien ne va arrêter la vérité de cette dynamique révolutionnaire. Et justement, Saïd, justement, et je m'excuse de vous interrompre, c'est parce que nous devons aller un peu vite, même si je vais devoir couper un peu de votre temps et celui de Brahim Younsi, parce que nous avons eu un problème de changement de Skype. Alors, Saïd, une question très importante, je vous demanderai d'être bref pour pouvoir donner un peu de temps à Brahim Younsi. Vous qui êtes l'un des organisateurs du Hirak de la diaspora en France, comment voyez-vous la reprise du Hirak, sachant que le confinement en France ne va pas tarder, que les autorisations de manifestation vont être possibles. Qu'est-ce que vous envisagez? Essayez de nous le dire assez rapidement, s'il vous plaît. Pour vous expliquer notre impatience à reprendre notre bâton de pèlerin, nous avons déjà déposé une autorisation pour manifestation qui nous a été refusée par faute de confinement. Et comme ils nous ont dit qu'il y a possibilité de manifester à 10, on a encore redéposé une autre autorisation pour manifester à 10 qui nous a été refusée. Mais pour vous dire que c'est que la reprise, elle sera historique, elle va... en fait, depuis le début, on disait que le peuple algérien a subjugué le monde, que le peuple algérien a pris de court le pouvoir, a pris de court assez de personnes. Depuis le début, on disait que ce qui se passe est un miracle. Et depuis le début, je disais que le peuple algérien est en train de faire des petites choses. Ce qu'il va faire à l'avenir, ça sera des grandes choses. C'est-à-dire la reprise, elle va être tellement historique.
Elle va que ça soit en slogan, en mobilisation, en sérénité, en solidarité, en hommage à rendre aux médecins et aux infirmiers, au personnel médical, à cette implication, à cet amour entre les Algériennes et les Algériens retrouvés, à cette fraternité, encore une fois, à ce besoin. C'est un besoin aujourd'hui que nous ressentons de dire à tous les Algériens, nous vous aimons là où vous êtes. Et au moins, dans la rue, nous allons avoir cette possibilité de les retrouver et nous allons sortir, encore une fois, grandis, plus fort, par l'expérience de la mutation de la Silmia vers l'organisation et la solidarité qui va cristalliser les liens et qui va les rendre encore beaucoup plus forts et qui va donner un sursaut qualitatif, à notre révolution. Merci. Et vous savez, Djameldine, la preuve qu'elle sera forte, c'est la panique du régime. Absolument. Si le régime n'était pas paniqué Absolument. et il n'arrêtait pas, ne convoquait pas, ils sont paniques, c'est la trouille, ils ont peur. Nous, on est serein, on est tranquille. Merci beaucoup, Djameldine. Saïd, merci beaucoup. Et je reviens à Brahim, quel magnifique enthousiasme que celui de Saïd. Brahim Younsi, alors Brahim Younsi, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous nous entreteniez sur ces deux points. Celui de ce monsieur porte-parole de Tebboune, d'abord, qui nous dit que la Constitution, la révision de la Constitution, Tebboune l'a entreprise à la demande de la classe politique. Quelle classe politique et de la sollicitation centrale qui fait partie des revendications les plus essentielles du peuple algérien. C'est un maquis de confusion, c'est des borborigmes. Le porte-parole du président illégitime est dans l'imitation et dans le mimétisme de ce que font un certain nombre de pays qui ont de vrais porte-paroles. Mohamed Saïd Oubelaïd n'est pas un vrai porte-parole parce qu'il est dans la propagande, il est dans la menace et surtout pas dans la communication. Parce qu'il décrédibilise plutôt qu'il ne crédibilise le système, le régime qu'il sert. Il est en train de le desservir. Plus il parle et plus il dessert ceux qu'il prétend servir. Cette affaire dont vous avez parlé tout à l'heure sur les détournements de fonds. Oui, c'est le deuxième point et le dernier. La question qui se pose, est-ce que tous ceux qui ont détourné des fonds publics se trouvent aujourd'hui en prison? Parce que le porte-parole d'El Mouradia nous dit il faut attendre que ceux qui sont en prison soient jugés et condamnés pour faire des demandes de gel et de récupération de l'argent détourné. Excellente question. C'est fondamental. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent qui vont rendre visite à Tebboune. Oui. Et comme Mohamed Saïd Oubelaïd prend des cafés avec eux. Oui. Et ils les connaissent. Il y en a d'autres qui sont au cœur du pouvoir, qui donnent des ordres à Tebboune. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est la raison pour laquelle je dis lui rendre visite à Mouradia. Voilà. D'autre part, il y a des lois. Si ce n'est des lois, il y a une résolution notamment des Nations Unies, dont j'ai oublié le numéro, qui une résolution contre une résolution contre la corruption, une résolution de lutte contre la corruption qui est ici, oui. Et qui a des mécanismes. Il y a des accords bilatéraux qui ont été faits à travers
cette résolution des Nations Unies. Mais il y a des organismes, des accords d'État à État pour lutter contre la corruption. Jusque-là, rien n'a été fait. Ce qui n'empêche pas ceux qui sont en prison aujourd'hui sont en prison pour d'autres chefs d'accusation et d'inculpation. Exact. Certains ont été condamnés, déjà condamnés, oui, pour des faits autres que les détournements d'argent à l'extérieur. Et on ne connaît personne qui a été condamné pour exfiltration de sommes d'argent. Et nous savons que ceux qui ne sont pas sur le territoire national, et je vais donner des noms. Oui. Saadani, par exemple, qui a des biens, des appartements à Neuilly et ailleurs. Comment a-t-il fait pour transférer de l'argent à l'étranger? Il y en a d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête, mais oui, il y en a. En dehors de Bouchouarabé, Saadani et beaucoup d'autres. Et tout ça, c'est des petits poissons. Les gros poissons, ils sont en Algérie, ils sont à l'aise. Il y en a certains qui sont à l'étranger, en Espagne notamment. Oui, mais le plus gros est encore en fonction, j'allais dire. Oui, mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont transféré de l'argent à l'étranger. Nous savons ce qui se passe et les détournements de fonds qui sont faits au détriment du peuple algérien. Ceux qui ont vous dites c'est du menez-frottin, ce n'est pas du tout du menez-frottin. Quand quelqu'un qui a fait des fonctions politiques se retrouve à la tête avec 3 ou 4 appartements dans les quartiers les plus chics. Ou d'hôtels 5 étoiles, ou de yachts, de ranches. Oui, mais ou dans des commerces. De grosses entreprises. De grosses entreprises. Brahimi aussi, je suis contraint de vous interrompre. Nous avons un peu débordé sur le temps. En tout cas, merci beaucoup, Brahimi aussi. Merci Moussaab Hammoudi, Saïd Aknin, Hassan Hirsch. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, Bislama.